Dernière nouvelle, nous avons appris de la part de responsables israéliens, dont le ministre de la Défense, qu'ils ont assassiné le chef du Conseil national de sécurité iranien, Ali Larijani. Récemment, il y a eu beaucoup de rumeurs concernant Benjamin Netanyahou, toutes sortes d'histoires d'IA fabriquées, ce genre de choses. Mais en ce qui concerne l'assassinat de personnes comme Ali Larijani, je ne le considérais pas comme un radical. C'est plutôt un réformiste. Il n'est pas vraiment à droite, il se situe quelque part au centre. Oui. Et avec ce qui se passe aussi en Israël, dans les médias israéliens, quelle est votre compréhension de cette guerre psychologique, d'une certaine manière, entre Israël et l'Iran? Eh bien, tu as raison de le souligner. J'ai vu les affirmations selon lesquelles il aurait été assassiné. Je ne sais pas si elles sont vraies. À ma connaissance, elles n'ont pas encore été confirmées en Iran. Mais c'est peut-être vrai. Enfin, c'est l'impression que j'ai, qu'on devrait être. En s'attendant à ce que ce soit le cas. Et vous savez, c'est une voie qu'Israël suit depuis très très longtemps. Vous vous souvenez, les assassinats, les meurtres, les décapitations ont toujours été leur mode opératoire de base. Et souvent, cela finit par être pire. Je ne me souviens plus des dates exactes, mais vous vous rappellerez que le précédent chef du Hezbollah était Moussaoui et qu'Israël était déterminé à le tuer, lui et d'autres membres de la direction, ceux qu'ils considéraient comme les dirigeants religieux du Hezbollah. Et qu'ont-ils obtenu au final? Ils ont eu Nasrallah, une personne beaucoup plus dure. Et je pense que ce que vous dites à propos d'Ali Larijani est tout à fait juste. Larijani est une personne très intelligente, intellectuelle, réfléchie. Ce n'est en aucun cas un extrémiste, disons, du courant le plus militant ou le plus déterminé. Il est en réalité bien plus centriste, pourrait-on dire. Et donc, nous ne savons pas qui le remplacera. On parle de Kalibaf. Je ne sais pas si ce sera Kalibaf, car il y avait une différence entre ces deux nominations. Larijani est à la tête de l'ensemble du Conseil suprême de sécurité nationale. Il s'occupait donc non seulement de... Enfin, je veux dire, il y avait un aspect militaire à cela, qui a maintenant été, si l'on veut, retiré des fonctions principales du Conseil de sécurité et confié à des experts militaires sous le commandement de Kalibaf. Et Kalibaf a géré le volet militaire, le côté opérationnel de la guerre, à ce que je comprends, tandis que Larijani devait s'occuper du volet diplomatique, des relations avec l'Inde et de tous les autres aspects. Alors, voudront-ils retirer Kalibaf de son rôle, qu'il a, semble-t-il, rempli très efficacement pour cela? Eh bien, peut-être. Je veux dire, on ne peut pas le dire. Mais comme je le dis, il y a toujours des conséquences inattendues à ce genre de choses. Israël part toujours du principe que tuer des personnes qu'il considère comme non pro-israéliennes est en quelque sorte une nécessité. Mais souvent, si l'on veut, c'est contre-productif, même pour leurs propres intérêts, sans parler de ceux de beaucoup d'autres. Je dois dire que toute cette logique de tuer et de tuer, que quiconque est jugé non pro-israélien doive être tué, est terrible. Et Trump a commencé à tenir ce genre de propos aussi. Je trouve cela très... Eh bien, c'est vraiment assez répugnant. Et il a déclaré que les journalistes qui ne soutiennent pas Israël devraient être poursuivis pour trahison en vertu de la loi sur la trahison. Cette loi prévoit la peine de mort. Je veux dire, vont-ils vraiment dire qu'ils vont tuer des gens en Amérique qui ne soutiennent pas pleinement Israël dans cette guerre? Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne le font pas seulement des journalistes. Mais nous avons cette mentalité du exterminer ou être exterminé qui vient d'Israël. Il faut exterminer pour ne pas être exterminé.
Et bien sûr, cela n'a jamais été le calcul, ni pour l'Iran, ni pour le Hezbollah. Même si Trump affirme que, vous savez, le Hezbollah et d'autres ont déclaré que leur objectif était de détruire l'élément hébraïque de cette terre. Ce n'a jamais été cela. Il s'agissait de tenter de les contraindre à renoncer à l'idée de droits spéciaux pour un groupe de population par rapport à d'autres populations et groupes avec lesquels ils partagent le même territoire. C'est une perspective tout à fait différente. Et c'est ce que Hassan Nasrallah disait à l'époque. Il s'agissait d'épuiser et de pousser Israël à un point de désespoir, tel qu'il réexaminerait le sionisme et réaliserait que c'était la mauvaise voie, celle qui consistait à tenter d'établir des droits administratifs, sécuritaires et financiers spéciaux pour un groupe de population sur un territoire occupé par d'autres peuples. Oui, comment voyez-vous la situation autour de Netanyahou? Quelle est votre compréhension de ce qui se passe en ce moment? Nous n'avons pas vu Netanyahou lors des 2 derniers briefings de sécurité en Israël. Comment devons-nous interpréter cela? Eh bien, nous ne pouvons pas, je veux dire, nous ne savons tout simplement pas. Il y a eu une sorte de tsunami de vidéos manifestement générées par l'IA qui ont été diffusées. Mais les diffusent-ils délibérément pour semer la confusion? Ou bien s'agit-il de vidéos créées par l'IA pour dissimuler une réalité qu'ils ne veulent pas partager avec le monde? Nous n'en savons rien et il n'y a pas grand intérêt à essayer de deviner. Nous le saurons en temps voulu. Pour l'instant, on peut examiner ces vidéos et en tirer une certaine conclusion, mais elles pourraient être erronées. L'autre chose que nous avons remarqué, c'est qu'en termes psychologiques, un énorme changement est en train de se produire tout récemment, ces derniers jours, en Israël. Un grand changement est en train de se produire, en particulier dans la presse hébraïque, où des personnalités sérieuses affirment qu'il est temps pour Trump de faire une pause et de se retirer de cette guerre. C'est fini. Cela ne mène pas au succès. En fait, de nombreuses figures militaires ou politiques respectées, écrivant dans la presse hébraïque, disent qu'il y a eu un changement complet de ton. Et si l'on regarde la presse hébraïque au cours des derniers jours, ce qui frappe, c'est cette impression que tout le monde écrit désormais sur des banalités, sur quelques aspects obscurs du conflit entre les différents partis, ou sur les prochaines élections en Israël, ou quelque chose de ce genre. Qui dit cela, ou de qui s'agit-il? Je veux dire, pas à propos de la guerre. Je ne dis rien sur l'Iran. Alors pourquoi est-ce ainsi? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais on dirait que quelque chose d'assez important a frappé Israël, car c'est partout dans la presse hébraïque. Une sorte de sentiment que quelque chose a changé en Israël. Je ne peux pas dire comment, ni en quoi, mais je pense que c'est important. Et nous devrons probablement attendre pour savoir de quoi il s'agit. Mais nous avons aussi vu des signes d'anxiété et de crise à Washington. Vous savez, des gens disant que leur séance d'information sur la sécurité était terrible. Je veux dire, en sortant de ces séances d'information classifiées à Washington et en disant, eh bien, c'est affreux. Ils ne précisent pas ce qui était terrible, mais vous savez, il y a un changement de psychologie. Et je pense qu'il est important de le dire, et je vous le dis à vous qui le savez déjà, mais surtout pour le public, qu'il y a, je crois, un changement de psychologie en Iran aussi. Les gens se sont rassemblés d'une manière qui n'existait pas depuis la Révolution. En tant que peuple, ils se sont unis, absolument solides et déterminés, descendant dans la rue. Des personnes qui pouvaient auparavant appartenir au camp de l'opposition ont désormais complètement changé de position. Je veux dire, il n'y a pas d'opposition du genre que Trump imagine pouvoir un jour rattraper et prendre le contrôle du pays.
Il y a une sorte de résilience et de fermeté chez les gens. On le voit, quelque chose se produit, une explosion éclate alors qu'il y a des foules dans la rue, et les gens ne bougent pas. Ils restent simplement là. Même si quelqu'un dans la foule est tué, les gens restent. Pendant le ramadan, après l'iftar, après le festin, ils sont dehors, dans les rues. Je pense donc qu'en réalité, les bombardements et la perte de vie civile ont renforcé l'opposition aux États-Unis et à Israël en Iran, et ont créé une sorte d'esprit de résistance, un esprit également lié à l'essence même de ce que signifie être iranien et faire partie de cette expérience. Et je pense que c'est un autre élément important. Je pense aussi que la psychologie change aux États-Unis d'une manière assez profonde. Nous devons essayer de comprendre ce que c'est. Ce n'est pas tout à fait clair, mais dans certains milieux, on sent une pointe de panique dans l'air. Je veux dire, il n'y a pas seulement la panique à propos de la guerre, mais aussi à propos de l'économie et des élections de mi-mandat. Et il y a aussi, tu sais, une question qui commence à émerger. Pourquoi sommes-nous dans cette guerre? Ce n'est pas seulement une question de prétexte. Quel est ton prétexte pour lancer la guerre? Que ce soit le programme nucléaire ou une autre affirmation selon laquelle l'Iran aurait menacé Israël, ce qui n'est pas le cas, ou qu'il aurait menacé l'Amérique, ce qui n'est pas le cas non plus. Mais il y a quelque chose là-dedans, parce qu'on a sans cesse cette impression. Pourquoi Trump s'est-il engagé dans quelque chose d'aussi manifestement erroné? Je veux dire, c'est tellement manifestement stupide de s'engager dans cette guerre, alors que normalement, il a plutôt de bons instincts politiques. Et cela laisse beaucoup d'Américains, je crois, et on peut les entendre le dire, avec le sentiment qu'il y a ici quelque chose d'invisible dans cette équation, une sorte de structure passée, quelque chose qui peut contraindre et piéger les gens dans des comportements qu'ils n'auraient peut-être pas adoptés autrement. Il y a donc ce sentiment que les Américains doivent maintenant se regarder eux-mêmes et se demander quelle est exactement cette structure? En quoi consiste-t-elle? Qui la contrôle? Parce que vous savez, c'est une structure invisible, une que les Américains ne peuvent pas facilement percevoir. C'est évident que cela existe, et évident que cela dispose d'une puissance considérable derrière. Mais la question de savoir qui contrôle réellement le destin de l'Amérique devient désormais un sujet, quelque chose d'important aux États-Unis. Et puis bien sûr, il y a les élections de mi-mandat, et ces élections provoquent des problèmes, une véritable panique au sein du Parti républicain. Je veux dire, ils ont tenu une réunion au Doral Club, un club de golf appartenant à Trump en Floride, pour en discuter. Et vous savez, j'ai entendu un républicain dire « Écoutez, la plupart des personnes présentes à cette réunion savaient que dans la situation actuelle, ils n'allaient pas y arriver. Je veux dire, la majorité ne passera pas ces élections de mi-mandat. Ils vont se noyer, ou, s'ils parviennent simplement à rester à flot assez longtemps jusqu'aux élections de 2028, ils espèrent pouvoir remonter la pente. Mais il y a un vrai sentiment d'anxiété, vous savez, et ils ont l'impression d'avoir complètement perdu leur base MAGA. C'est donc un autre aspect de la guerre, en dehors de celui lié à la situation économique. Parce que, je veux dire, une partie de cette guerre asymétrique que l'Iran mène, je parle ici du front militaire, a toujours été une guerre asymétrique, mais c'est aussi une guerre sur la logistique et sur la situation économique. Et il me semble que c'est cela qui effraie vraiment les gens, le fait qu'en réalité, l'Iran contrôle le passage par le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, il laisse passer certains navires. Les navires chinois passent. Un navire indien, et je crois aussi un navire pakistanais, sont également passés. Mais les autres, la grande majorité,
n'y parviennent pas. Et cela suscite une vive inquiétude concernant l'inflation en Occident et un ralentissement économique, voire une récession ou pire. Et cela, je veux dire, va avoir de grandes répercussions. Cela va avoir de grandes répercussions lors des élections de mi-mandat. Et vous savez, les gens parlent des prix de l'essence, les prix du carburant, comme on les appelle, en Californie à 8 $ le gallon. Et cela, vous savez, ils trouvent cela scandaleux. Les Américains sont très touchés, plus touchés que quiconque, je pense, par le prix de l'essence. Quel que soit le nom qu'on lui donne, essence ou carburant, cela a vraiment un impact sur la politique. Pas seulement sur le portefeuille des gens, mais c'est en quelque sorte un test décisif pour la politique. Des prix élevés de l'essence sont un vote contre le gouvernement en place. C'est, d'une certaine manière, presque mécanique, je crois. Voici donc certains des éléments. Et ils espèrent que la Chine changerait de position, que la Chine, en raison de la fermeture d'Ormuz, participerait à un processus pour le rouvrir. Mais je pense qu'ils ont mal évalué la situation de la Chine. 40% du pétrole qui passe par Ormuz est destiné à la Chine. Pourtant, la réalité est que comme la Chine est un si grand consommateur d'énergie, cela ne représente que moins de 5% de sa consommation totale. En d'autres termes, ce n'est pas, vous savez, une question existentielle pour la Chine. Et de toute façon, elle a rempli sa réserve stratégique avant la guerre. En fait, contrairement à l'Amérique, elle a pris certaines précautions stratégiques. Elle a rempli ses réserves et ses pétroliers traversent la zone d'Ormuz. Donc, pour la Chine, ce n'est pas un si grand problème. Bien sûr, elle dépend de ce pétrole iranien, mais il circule et il continuera probablement de circuler pendant cette période. Et en même temps, elle exporte du pétrole. Vous savez, vers l'Europe, vers l'Asie, leurs exportations explosent et ils deviennent de moins en moins dépendants du marché américain. Leurs exportations, je pense, ont augmenté d'environ 20% au dernier trimestre, tandis que leurs exportations vers l'Amérique ont diminué, parce que la Chine se réoriente. Et cela a d'énormes conséquences, car toute l'économie, si l'on peut dire, pivote désormais vers la Chine en raison de son ouverture et de sa compétitivité. Elle est extrêmement compétitive, d'une manière avec laquelle personne en Occident, ni l'Europe, ni l'Amérique, ne peut vraiment rivaliser. Elle connaît une déflation des prix dans les produits manufacturés, alors que nous subissons une inflation des prix. Ainsi, la Chine n'est pas menacée par ce qui se passe à Ormuz, contrairement à ce que vous savez, Biden et Trump semblent croire. Au contraire, cette période lui est très favorable et il est peu probable qu'elle ressente le besoin de modifier la situation sur le terrain. Car, et c'est peut-être un point sur lequel nous reviendrons plus tard, il s'agit d'un grand bouleversement géopolitique et géostratégique en cours. J'ai mentionné la Chine, bien sûr, la Russie, et ce que fait l'Iran en prenant le contrôle de ces points d'étranglement et des voies maritimes du Golfe Persique, par lesquelles transite la majeure partie de l'énergie. 40% de l'énergie totale, je crois, circule sur ces routes. Il modifie en réalité la situation géopolitique des États du Golfe, mais aussi celle d'autres pays, qu'il s'agisse du Japon, de Taïwan, de la Corée du Sud, tous beaucoup plus dépendants du pétrole, ainsi que de l'Inde et du Pakistan. Pour l'instant, l'Iran permet à l'Inde de faire naviguer ses pétroliers. Même si, comme vous le savez, Modi est allé apporter une sorte de bénédiction à Israël dans une démonstration extraordinaire de subordination juste avant le début de la guerre. Cependant, l'Iran continue de le permettre. Je pense que c'est une décision politique. Non pas pour tirer parti de la mauvaise appréciation de l'Inde, mais pour tenter de la ramener dans les BRICS, dont elle s'éloignait manifestement, vous savez, pas formellement, mais sur le plan de l'alignement politique.
in the same political